Alors, je crois que je vais prendre la parole. Donc Damien Lochard. Donc j'en profite déjà pour remercier toute l'équipe d'organisation et notamment Saïd Chraibi d'avoir su relever ce défi de maintenir, de faire vivre le congrès en cette période quand même assez douloureuse. Donc bravo, hein. Et finalement, on voit que ça se passe pas mal, hein, finalement, ce type de congrès de façon numérique. Sûrement moins bien que ce qu'on a pu vivre ensemble en présentiel. Euh, alors, bravo aux deux orateurs, hein, d'avoir su nous présenter de façon extrêmement brillante, hein, leurs exposés. Je vais avoir deux, trois questions assez pratiques, hein. D'abord pour Thibaut Damy, et puis après pour Monsieur Halimi. Donc pour Thibaut, donc deux, trois questions, si tu m'autorises, hein, très pratiques, hein. On ne va pas trop parler du tafamidis, hein, en raison peut-être de l'environnement un peu contraint de prescription du tafamidis ici. Deux questions. Une première, dans le cadre de la sténose aortique, tu nous as dit qu'on pouvait retrouver de l'amylose dans à peu près, je ne me souviens plus, 20% des cas de sténose aortique. Est-ce que tu nous invites à la chercher de façon assez systématique et quelle serait la conséquence de découvrir une amylose dans une sténose aortique? Est-ce que pour toi, ça peut être un frein, par exemple, à une chirurgie ou à une implantation de ta vie qu'on a tendance à peut-être à faire de façon de plus en plus précoce? Ton micro. Faut que tu reprennes le micro, Thibaut. On ne t'entend pas, Thibaut. Merci, Damien. Merci. Merci de poser ces bonnes questions et de m'indiquer que mon micro était fermé, parce que finalement, je répondais à moi-même dans mon bureau. Donc oui, c'est une très bonne question. Donc, on a une étude qui est... Alors, il y a eu, pour l'instant, la plupart des études sont des études de prévalence, hein, de la sténose, enfin de l'amylose dans la sténose aortique. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est 16% des patients qui vont au TAVI, 22% des hommes, 6% des femmes. On retrouve encore ce gradient homme-femme. Alors, que faire? Alors, on a une étude qui est en cours au sein de la Société française de cardiologie qui s'appelle Amylo-Cartésiane, qui permettra, j'espère, de répondre à cette question. C'est une étude qui avait été lancée avant que le TAVI ait pris un tel essor, et donc on a un groupe chirurgical et un groupe avec TAVI. Moi, je pense qu'effectivement, chez un patient de plus de 70 ans, il faut faire une scintigraphie DPD chez tous les patients qui ont une sténose aortique, hein, de façon à pouvoir voir s'il y a une amylose. Vu de la prévalence, ça me semble tout à fait justifié. Alors, moi, j'enverrai plus maintenant les patients en chirurgie s'ils ont une amylose. Ça me semble vraiment trop lourd pour ces patients avec un risque à la CEC. Je les enverrai plutôt au TAVI, mais il faut quand même que le médecin interventionnel soit prévenu, parce que les premières amyloses qui ont été découvertes au TAVI, c'était lors des ruptures cardiaques, en fait, lorsqu'on gonflait un peu trop le ballon. Et il y avait un très beau papier comme ça qui avait démontré qu'un tiers des ruptures cardiaques étaient liées à des amyloses, hein, sur preuve autopsique des patients. Thibaut, tu n'as pas le sang. Remets le sang, s'il te plaît. Oui. Thibaut, on t'entend pas. Thibaut, on t'entend pas. Remets le sang, s'il te plaît. Tu remets le sang, s'il te plaît. Thibaut, tu m'entends? Je ne sais pas s'il me voit. Est-ce qu'il me voit? Bennis? Ahmed Bennis?
Docteur Lojar? Ahmed Bennis, tu peux poser des questions pour Dr Alami? Ahmed, tu m'entends? Je crois qu'il y a un problème avec la connexion Zoom. On essaie de la résoudre. J'en profite pour poser une petite question entre nous. Ta famille dit s'il est disponible au Maroc? On est connecté là. Docteur Lojar? Ah, je vois Damien Lojar en grand. Ah. Thibaut, tu reprends ta réponse, s'il te plaît. Voilà, ouais. Moi aussi, je peux pas coco. Thibaut, tu reprends la réponse à la question de Lojar, s'il te plaît. Thibaut, tu m'entends? Ah oui, je t'entends, oui. Alors, s'il te plaît, tu reprends la réponse au docteur Lojar, parce qu'on n'a rien. Au docteur Lojar. Alors, je vais faire. Tu reprends la réponse. Alors, c'est effectivement une très bonne question. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réponse scientifique pour dire quelle est l'attitude. Clairement, quand on a. Alors, est-ce qu'il faut dépister l'amylose chez tous les patients qui ont un rétrécissement aortique? Chez les patients de plus de 70 ans, je pense que oui, au vu de sa forte prévalence. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que, évidemment, le pronostic d'une chirurgie dans ces cas-là est quand même plus compliqué, donc on va plutôt les orienter vers l'ITAVI. Après, est-ce que ça change la prise en charge interventionnelle? Oui, s'il y a des troubles de conductif, on aura plutôt tendance à mettre le pacemaker avant la dilatation. Ensuite, l'interventionnel va pouvoir voir aussi qu'il a quand même un risque de fragilité, de rupture cardiaque. Puisque les premières amyloses qu'on avait découvertes lors des sténoses aortiques et notamment lors de ces gestes interventionnels, il y avait une cohorte comme ça de 30 patients qui avaient fait une rupture cardiaque et un tiers était lié à l'amylose. Donc il faut être vigilant quand même. On voit dans notre expérience, les interventionnels et avec le TAVI ont acquis beaucoup d'expérience et on n'a pas vu personnellement de rupture cardiaque dans notre centre. Et puis ensuite, c'est des patients, lorsqu'ils présentent le phénotype ADV bas gradient, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les amyloses avec sténose aortique, il va falloir aller vite au TAVI, il ne faut pas traîner. Là, on voit en période Covid, on a perdu quelques patients en attendant du fait de l'arrêt de nos interventions par manque d'anesthésiste et ça a été fatal pour ces patients. Et ensuite, donc, la prise en charge, bien sûr, spécifique de l'amylose, on va en France leur ajouter du tafamidis et puis arrêter les bêta-bloquants, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt, à mon avis, à dépister ces patients et ça va guider non seulement la prise en charge de la sténose aortique, mais également le traitement spécifique de l'amylose et également le traitement cardiologique. Donc, à mon avis, c'est capital. Et ça va s'imposer très vite, à mon avis. Tout le monde fera une scintille osseuse avant un TAVI, quoi, chez les patients de plus de 70 ans. Bon, j'ai une deuxième question, si tu promets d'y répondre très brièvement. Brièvement. Ouais. Est-ce que tu peux juste repréciser les indications de pacemaker, au moins de pacemaker, pas de défibrillateur, de pacemaker préventif dans le cadre de l'amylose? Parce que tu as dit qu'il fallait les mettre assez largement en raison de la prévalence des troubles conductifs, mais tu n'as pas précisé sur quels critères tu les implantes. Alors, je vais être très court. Oui, je peux le préciser. Parfait, merci. Non, alors évidemment, c'est toujours le problème. On est en train de découvrir cette maladie. Donc, vous voyez, notre cohorte, on a la chance d'avoir une cohorte par notre expérience, etc. Mais on ne va pas faire des études, on n'a pas encore d'études randomisées pour dire, etc. Donc, dans notre expérience, pour moi, c'est que c'est une maladie qui est évolutive. C'est-à-dire que quand le processus fébrilogène est débuté, il va être exponentiel. Donc, ces patients, nous, on va les appareiller, notamment pour les TTR, dès qu'ils ont un BAV1. Pourquoi? On va les revoir peu à peu, on va voir le BAV1 s'allonger, etc. Il faut voir que quand ces patients vont passer en BAV3, ça va être trop tard, parce qu'à 30 par minute, ils sont morts.
Donc, au début, on leur faisait des explorations électrophysiologiques, mais très vite, avec le nombre de patients, c'était impossible et on ne pouvait pas en permanence les répéter tous les ans. Donc, on va avoir tendance à les appareiller pour des BAV1 longs et puis, bien sûr, pour des troubles de conduction, un type de bloc de branche gauche ou bloc de branche droit large, quelle que soit la FEVG. Ok. Merci Thibaut. Est-ce qu'on me permet de poser une question à M. Halimi? Donc, merci pour votre topo. En fait, j'avais prévu de vous poser la question, mais vous avez répondu tout à la fin sur ce que vous alliez faire des glyphosines à l'avenir, et notamment comment vous voyez les recommandations 2021 et le positionnement des glyphosines. Donc, vous l'avez dit d'emblée, en cas de FE réduite, ce qui me va assez bien. Je ne pense pas que ça va être tout à fait comme ça dans les recommandations, qui allaient être quand même un petit peu plus prudentes. Mais bon, pourquoi pas. Donc ça, vous avez quelque part, vous y avez un peu répondu. Je voulais juste vous poser une question complémentaire. L'insuffisance cardiaque à FE préservée, toujours pas de traitement validé, en dehors de l'utilisation des diurétiques et du traitement des facteurs déclenchants et des comorbidités. Les glyphosines, c'est quand même assez intéressant parce que c'est pas un bloqueur des systèmes neurohormonaux comme le sont les IEC, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone, c'est tout autre. Comment vous voyez la place des glyphosines éventuellement dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée? Ça peut être pertinent? Oui, oui, c'est même, on va dire, c'est tentant de penser que ça va agir, puisque déjà cette classe-là, au début, on n'y pensait pas, puis on se retrouve avec ça pour la réduite. Donc, il y a Emperor, la même étude Emperor Reduce, c'est celle qu'on a vue. Il y a Emperor Preserved, qui devrait paraître les résultats dans les prochains mois. C'est avec fraction d'éjection préservée. Donc, avec l'empagliflozine, nous espérons tous qu'il y ait un traitement. C'est ce qu'on attend. Merci. J'ai deux petites questions pour le professeur Halimi. La première, comment, et c'est une question pour Thibaut Damy et Damien Logeard, on sent le poids des études et des résultats positifs avec les GLT2, mais on sent en même temps l'absence d'enthousiasme des endocrinologues et même une certaine résistance de la part des endocrinologues vis-à-vis du succès des GLT2. Et on a même des études sur ce continuum cardiovasculaire et des études positives sur le rein, sur la néphroprotection. On a Dapasekidi qui vient de sortir aussi. On a aussi Cadigo qui vient de sortir avec des recommandations. Donc, comment tu peux expliquer cette résistance des endocrinologues face au succès? Et comment tu expliques toujours ce big gap between les études, la science et la pratique? C'est une question diplomatique, pour ne pas dire politique. Entre cardio et endocrino, c'est délicat de répondre, cher ami. Je vais essayer d'être le plus sincère dans ma réponse en disant que je crois que les cardiologues, on a été habitués depuis toujours avec des études en prescrit, avec des études de morbimortalité, que ce soit l'HTA, l'insuffisance cardiaque et toutes les pathologies. Alors qu'en diabétologie, pour le diabète, il n'y a jamais eu, au grand jamais, d'études de morbimortalité. La seule est une toute petite étude, on la connaît, une petite sous-étude de UKPDS 38, où il y avait 400 patients et qui a montré une amélioration, une réduction des événements cardiovasculaires. Et c'est pour ça que la metformine, elle est classée en 1B ou 1C, c'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment une preuve formelle, mais c'est la seule petite étude de morbimortalité. Et pour comprendre leur méfiance, un petit peu, je me mets à leur place. Quand vous avez la classe des thiazolidine-diol qui arrive, et pour les gens qui l'ont vécu, bon, ça fait pas très longtemps, il y a juste 15 ans peut-être, eh bien, c'était le grand enthousiasme. Et je me rappelle qu'on était tout prêt à lancer un grand symposium quand est tombée cette étude record qui disait attention, il y a gros risque d'insuffisance cardiaque, arrêtez. Et au Maroc, on a carrément réduit énormément, sinon arrêté ces glitazones. Et donc, ça fait un petit peu comme un tremblement de terre. La première grande étude qu'ils vont croire, elle s'avère attention, ça ne marche pas. Donc maintenant, ça peut expliquer pourquoi ils sont méfiants, ils attendent un recul. En parlant avec les amis, ils me disent, bon, on attend un peu plus de recul. Voilà.
Et deuxième question, c'est une question pour l'assistance pour Thibaut Damy, Damien Lojar et toi. Tu placerais comment Jardiance ou Forciga dans l'arsenal, dans la stratégie, dans l'algorithme? Tu le placerais comment pour un patient, une essence cardiaque à fraction d'éjection réduite? Comment tu ferais? Si les confrères avec moi peuvent. Thibaut, tu le placerais comment, Thibaut? Alors, vous savez, nous en France, on est comme en Corée du Nord, hein, Ahmed, on en discutait, on n'a pas encore accès à ces molécules en fait. Hein. Ils viennent juste d'avoir l'AMM, mais on n'a pas de remboursement. Donc en France, prescrire un médicament non remboursé, c'est compliqué. Mais à mon avis, voilà, Damien va pouvoir répondre si de haut de son espace. Je vois le remboursement arriver. La bonne nouvelle quand même, c'est que c'est remboursé depuis jeudi, pour l'insuffisance cardiaque. Associé au diabète. Avec diabète. Avec... Avec diabète. Ça avance petit à petit, mais trop doucement. Non, pour répondre à la question. Il y a un effet classe. Ouais, c'est quand même c'est pas si simple non plus, parce que c'est vrai que les essais ont été faits on top of. Et j'imagine qu'en tout cas dans les recommandations, ils vont quand même rester, je ne sais pas, on verra bien, mais peut-être plutôt en deuxième ligne, c'est-à-dire probablement la première ligne, effectivement, ça va être n'importe quel bloqueur, enfin tous les bloqueurs du système rénine-angiotensine et les bêta-bloquants, et très vite derrière les inhibiteurs de SGLT2. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui va probablement évoluer un peu. Moi, j'imagine qu'un patient diabétique qui déclare une insuffisance cardiaque, je l'imagine pas sans glyphosine de première intention. Et il y a quand même beaucoup de patients qui rentrent dans l'insuffisance cardiaque qui sont déjà traités pour leur hypertension, pour leur maladie coronaire, etc. Donc, qui ont déjà presque toutes les molécules. Vous arrivez au moment du diagnostic de l'insuffisance cardiaque, vous allez rajouter la molécule ou les deux molécules manquantes dans lesquelles, immanquablement, va se retrouver la glyphosine assez vite. Si Mohamed, je crois et toi, tu verrais comment la place dans l'algorithme? Tu en as parlé? Oui, alors, si c'est dans l'insuffisance cardiaque... Micro. L'insuffisance cardiaque, pas du diabète. Avec diabète et sans diabète, les deux. D'accord. Alors, chez les insuffisants cardiaques, peut-être que si la fraction d'éjection est basse, j'irai pour l'ensemble dès le début. Elle est vraiment basse, c'est-à-dire peut-être 30% et moins, carrément commencer par toutes les classes. Et puis, bon, mais ça, c'est, on parle un peu comme ça, c'est des présomptions, des propositions, comme on peut le prendre, mais on verra les recommandations 2021 et je crois que j'en sais peut-être quelque chose. Oui. Alors, moi, je vais dire un peu ce qu'a dit Packer quand tu as posé la question. Si moi, j'ai l'essence... C'est Ahmed. On t'entend pas. Ahmed, on t'entend pas. Allez, le son. On va poser des questions, une ou deux questions de l'assistance. Alors, la première question, c'est pour Thibaut. Quel est le recul pour le Tamiflu? Est-ce que vous avez assez de recul? Thibaut? Thibaut, tu m'entends? Mais Thibaut n'entend pas. Thibaut, on n'entend pas Soumaya, en fait. Tu entends ou pas? Non. ما كيسمعهاش اصاحبي راه ما عطانيش لو الصون سمك حمزه ما عنديش لو الصون. Je crois qu'on va poser une question à M. Alami en attendant. Si Alami, tu entends? Oui, bonjour. Soumia. Bonjour, ça va? Félicitations pour les journées et on est très fiers de l'AMCA. Merci beaucoup, c'est Alami. Alors la question, c'est pour le risque d'hypoglycémie chez les non-diabétiques. Oui. Alors, sur les études aussi bien d'APA-HF qu'EMPEROR, le risque d'hypoglycémie est très faible. Je n'ai pas le chiffre en tête. Les accidents hypoglycémiques sont très faibles et ça s'explique un petit peu par l'effet léger à modéré, 0,5% de baisse de l'hémoglobine glyquée. Donc, normalement, ce n'est pas ce qu'on craint vraiment le plus en associant les SGLT2 chez
patients en insuffisance cardiaque qui soient diabétiques ou pas. Merci, Si Alami. Une petite question. Tu as parlé des cardiologues et des diabétologues. Et les néphrologues? Parce que même chez l'insuffisance rénale... Oui, moi j'ai répondu à la question du professeur Benis qui me demandait les endocrinos. Maintenant, si on dit les néphrologues, franchement, les résultats sont excellents, aussi bien avec la DAPA qu'avec l'AMPA, mais je n'ai pas un recul personnel ni une vision. Est-ce que les néphros sont réticents? Mais franchement, ça doit être prescrit de façon assez large chez les patients diabétiques qui ont une petite insuffisance rénale pour ralentir la progression, et d'autant plus s'ils ont une atteinte cardiaque, un haut risque cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Ok,